Lorsque le coup de sifflet final de la Ligue des Champions 2025 a retenti à l'Allianz Arena, on a cru le Paris Saint-Germain enfin parvenu au bout de son propre conte de fées pour la première saison de l'ère post-Mbappé, une ère pourtant marquée par le scepticisme en l'absence de véritables superstars. Luis Enrique et ses hommes ont réalisé l'impensable, un triplé historique avec la Ligue 1, la Coupe de France et du haut sommet, Coupe de l'UEFA, Champions League. Ils n'ont pas seulement gagné, ils ont dominé, ils ont imposé leur loi à travers des victoires écrasantes sur la scène nationale avant d'éliminer Liverpool en 8e de finale, alors considérée comme la meilleure équipe d'Europe. À Anfield même, au terme d'une séance de tir au but au mental d'acier, s'en sont suivis des moments de résilience face à Aston Villa et Arsenal, avec pour point d'orgue un triomphe absolu 5-0 contre l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Cela ressemblait à une saison parfaite, une affirmation retentissante que le PSG n'était pas un assemblage d'individualités, mais bien un grand collectif. Puis le drame. Quelques mois seulement après cette nuit magique à Munich, lors d'une autre finale, cette machine à gagner s'est complètement effondrée. La défaite 0-3 face à Chelsea en Coupe du Monde des clubs de la FIFA n'était pas qu'un simple revers, c'était une fissure dans l'armure, un coup brutal porté à l'orgueil qui a ravivé une question aussi vieille que douloureuse. Le PSG, même au sommet de sa gloire, manque-t-il encore de cette trempe des véritables empires ? La perfection affichée n'était-elle qu'une belle illusion? Alors, la saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain fut-elle réellement parfaite? La tactique de Luis Enrique, fondée sur un pressing collectif et le rôle libre d'Ousmane Dembélé, peut-elle continuer à triompher? Ou cette saison est-elle une leçon sur la frontière ténue entre la grandeur et l'effondrement? Revenons sur leur parcours, fait de gloire et d'épreuves, pour trouver la réponse. Quand un empire change de souverain, les réformes sont inévitables. La saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain, la première sans la superstar Kylian Mbappé, fut précisément cela, une refonte totale menée par l'architecte en chef, Luis Enrique. Leur parcours n'a pas été une ligne droite, mais un processus d'exploration, d'expérimentation et d'évolution constante pour créer une machine à gagner à la fois esthétique et impitoyable. Face à une domination sans partage en Ligue 1, la première partie de saison s'est transformée en un véritable laboratoire tactique pour Luis Enrique. L'entraîneur espagnol n'a pas hésité à expérimenter un schéma en 4-4-2, une structure en rupture totale avec sa philosophie habituelle du 4-3-3, en alignant un duo d'attaquants axiaux composé de Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, soutenus sur les flancs par des joueurs comme Lee Kangin, Bradley Barcola, Marco Asensio ou Ibrahim Mbaye. Enrique cherchait visiblement une approche offensive plus directe, capitalisant sur la puissance et la capacité de ces deux avant-centres à évoluer de manière autonome. Ce système permettait également de solidifier le milieu de terrain, offrant une option plus stable et sécurisante face au calendrier dense imposé par le nouveau format de la Ligue des Champions. Cependant, ces essais ont vite révélé une limite. Le 4-4-2 bridait l'arme la plus redoutable du PSG, la vitesse et la créativité de ses ailiers. Enrique avait besoin d'un système capable de libérer tout leur potentiel. La réponse se trouvait dans un retour à ses principes fondamentaux, le système en 4-3-3 alors que la saison entrait dans sa phase décisive, avec des confrontations contre Liverpool, Arsenal et Aston Villa en UEFA Champions League. Et malgré quelques matchs nuls frustrants sur la scène nationale, Luis Enrique a trouvé sa formule gagnante, le 4-3-3, une fois affiné, fonctionnait avec une fluidité quasi parfaite. Mais il ne s'agissait pas d'un 4-3-3 conventionnel. Il recelait des mécanismes de mouvement d'une intelligence et d'une sophistication extrême, rendant le PSG quasiment illisible pour l'adversaire lors de la construction du jeu depuis sa propre moitié de terrain. La clé de voûte du système résidait dans le positionnement de Vitinha plutôt que de rester un simple milieu relayeur. Le meneur de jeu portugais effectuait un décrochage subtil et constant venant se placer dans l'intervalle entre le défenseur central et le latéral gauche. Ce mouvement déclenchait un effet domino immédiat. Il libérait entièrement Nuno Mendes, autorisé à monter comme un véritable ailier pour créer un surnombre sur le couloir gauche. Cette asymétrie forçait les blocs adverses à s'étirer constamment sur la largeur, les mettant en difficulté face aux montées rapides sur les deux flancs. À l'approche du dernier tiers adverse, la structure du PSG se muait en un bloc offensif en 2-3-5. Les détonateurs comme Gvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ou Désiré Doué opéraient dans les demi-espaces, prêts à semer le trouble et à combiner avec les latéraux pour générer une supériorité numérique écrasante.
même sans le ballon. La finesse tactique de Luis Enrique s'exprimait à travers un piège au pressing particulièrement ingénieux. Plutôt que de chercher à construire depuis l'axe après l'engagement, le PSG dégageait parfois délibérément le ballon en touche, concédant volontairement une remise en jeu à l'adversaire dans son propre camp s'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'un scénario prémédité. Enrique avait compris que sur une touche, l'organisation adverse est souvent en transition, plus concentrée sur la réception du ballon que sur sa structure défensive. C'était le moment idéal pour déclencher la machine à presser. Immédiatement, une supériorité numérique était créée dans cette zone, non pas pour une récupération immédiate, mais pour acculer l'adversaire, le pousser dans une impasse et le forcer à la faute. Comparons les deux scénarios. Scénario A, attaque conventionnelle. En construisant depuis l'axe, le PSG ferait face à un bloc défensif organisé, stable et préparé. Scénario B, le piège de la touche. Sur la remise en jeu, le bloc adverse est en état de déséquilibre. Ses joueurs mal positionnés car focalisés sur l'offensive, une arme redoutable. Au cœur de ce mécanisme, Ousmane Dembélé était l'élément X, le rouage essentiel que Luis Enrique avait totalement libéré. Affranchi d'un rôle d'ailier cantonné à son couloir, Dembélé jouissait d'une liberté maximale, évoluant en faux numéro 9 sur toute la largeur du terrain. L'efficacité de ce positionnement n'était possible que grâce aux sacrifices et aux déplacements intelligents de ses coéquipiers. Lorsque Dembélé décrochait, les autres ailiers, comme Barcola ou Kvaratskhelia, lançaient systématiquement des appels en profondeur dans le dos de la défense. Cela créait un dilemme insoluble pour les défenseurs centraux adverses. Suivre Dembélé au risque d'ouvrir un espace fatal dans leur dos, ou tenir la ligne et lui laisser trop de temps et d'espace pour se retourner et distiller une passe décisive. La 12e minute du match retour contre Liverpool en est l'illustration parfaite. Dembélé décroche pour recevoir une passe de Mendes, dispose de l'espace suffisant pour analyser la situation et lancer Barcola d'une passe en profondeur chirurgicale avant de poursuivre sa propre course pour attaquer la surface et conclure lui-même l'action. Un but qui synthétise toutes les qualités d'un joueur total. C'est ici que l'on retrouve l'affiliation avec le 4-4-2 expérimental du début de saison. Ce 4-3-3 n'en est qu'une version évoluée, sublimée par l'animation des ailiers et le rôle de ce faux neuf. C'est précisément grâce à cette polyvalence tactique que le PSG a surmonté ses épreuves les plus ardues lors du match retour à Anfield, alors que l'équipe était asphyxiée en début de rencontre par le pressing haut en 4-2-4 de Liverpool. C'est l'ajustement demandant à Dembélé de décrocher plus bas qui a tout changé, permettant au PSG de reprendre le contrôle du jeu et de s'imposer. La flexibilité, la sophistication et la capacité d'adaptation de ce système ont transformé un collectif prometteur en une implacable machine à gagner. Cependant, un schéma tactique, aussi sophistiqué soit-il, ne reste qu'une idée sur le papier sans les individus d'exception capables de lui donner vie. La machine de Luis Enrique fonctionnait avec une telle fluidité non seulement grâce à sa synchronisation collective, mais aussi grâce à l'éclat de ses rouages essentiels. C'était un grand collectif porté par des performances individuelles de très haut niveau où chaque joueur ne se contentait pas de remplir son rôle, mais le transcendait. S'il fallait un nom pour incarner cette révolution parisienne, ce serait celui d'Ousmane Dembélé. Avec le départ de Kylian Mbappé, une pression colossale reposait sur ses épaules et il n'a pas seulement répondu présent, il a dépassé toutes les attentes. Dans son nouveau costume de leader offensif, Dembélé s'est totalement métamorphosé sous la direction d'Enrique. Il n'était plus un simple ailier, mais un maître à jouer complet, le cœur de chaque offensive parisienne. Ses statistiques, 35 buts et 14 passes décisives, ne racontent que la moitié de l'histoire. L'autre moitié réside dans son influence globale sur le jeu. C'est lui qui initiait le pressing avec une énergie communicative, montrant l'exemple à ses jeunes coéquipiers. Il décrochait pour lier le jeu entre les lignes, se déplaçait intelligemment pour créer des espaces et, lorsque c'était nécessaire, pouvait achever l'adversaire par des frappes lointaines ou des gestes de classe dans la surface. Dans les sommets de la Ligue des Champions contre Liverpool ou Arsenal, c'est bien Dembélé qui a endossé le costume de leader, guidant l'équipe dans les moments les plus critiques. Mais pour qu'une étoile brille, elle a besoin de satellites d'exception et les recrues du PSG se sont révélées être les pièces parfaites du système Enrique. Arrivé à la mi-saison, Khvicha Kvaratskhelia s'est intégré avec une rapidité déconcertante, toujours aussi déroutant avec ses percées depuis l'aile gauche pour repiquer dans l'axe. Comme à Naples, il était au PSG mieux entouré, ce qui lui offrait plus d'espace et partageait le fardeau offensif.
Sur l'aile opposée, le jeune talent Désiré Doué fut un véritable tourbillon. Sa vitesse, sa technique et sa capacité de pénétration dévastatrice ont fait de lui le joker de luxe d'Henrique dans les grands matchs. Toujours prêt à créer la différence, en défense, l'arrivée de Willer Pacho a apporté la stabilité nécessaire aux côtés du capitaine Marquinhos, puissant, doté d'un excellent sens du placement et surtout d'une qualité de relance et d'une résistance au pressing impressionnante. Pacho était le prototype du défenseur central moderne qu'Henrique désirait pour construire le jeu depuis l'arrière, au-delà des stars offensives. La force du PSG résidait aussi dans ses héros de l'ombre au milieu de terrain, et à ce titre, nul n'incarne mieux ce rôle que Vitinha. Seul le milieu de terrain portugais a réalisé une saison d'une envergure phénoménale, s'imposant comme le véritable cerveau de l'équipe, le régulateur de tout le jeu parisien. Il combine le contrôle du tempo d'un Pedri, la résistance au pressing et la conservation de balles d'un Verratti à sa grande époque, la précision de frappe lointaine d'un Florian Wirtz et la capacité de projection d'un Jude Bellingham. Vitinha était l'incarnation du milieu de terrain total. Le liant qui unifiait la défense et l'attaque en un bloc cohérent. À ses côtés, Nuno Mendes a également franchi un cap spectaculaire. Son volume de jeu colossal et ses progrès défensifs remarquables lui ont permis de dédoubler sans cesse avec une confiance totale, se muant en un poison permanent sur le couloir gauche. Bien sûr, toutes les pièces du puzzle ne se sont pas emboîtées à la perfection. Des joueurs de talent comme Marco Asensio et Randal Kolo Muani n'ont pas réussi à trouver leur place, devenant les bémols de cette symphonie victorieuse. Leur style semblait moins compatible avec un système exigeant une intensité de tous les instants et une mobilité constante, démontrant que la philosophie d'Henrique ne laissait que peu de place à ceux qui ne suivaient pas le rythme. Le parcours vers la gloire de toute grande équipe est jalonné de moments charnières. S'il fallait choisir un seul instant pour définir l'avènement de ce PSG, ce serait sans aucun doute la séance de tir au but irrespirable dans le temple d'Anfield, en ballottage défavorable après la défaite 0-1 à l'aller et en déplacement dans l'un des stades les plus intimidants d'Europe face à un Liverpool redoutable. Le PSG n'a pourtant jamais tremblé durant 120 minutes. Ils ont lutté avec une résilience et une discipline tactique remarquable. Puis, sur le point de pénalty, leur force mentale a parlé. Tandis que Darwin Núñez et Curtis Jones côté Liverpool butaient sur un Gianluigi Donnarumma impérial, les 4 tireurs parisiens, eux, ont transformé leur tentative avec un sang-froid absolu. Cette victoire ne les a pas seulement qualifiés pour les quarts de finale, elle fut une déclaration d'intention. Elle a brisé le plafond de verre mental qui les hantait depuis si longtemps, instillant dans l'esprit de chaque joueur la conviction inébranlable qu'il pouvait renverser n'importe qui. Cette confiance s'est ensuite manifestée par une résistance défensive acharnée jusqu'à la dernière seconde dans les derniers instants du quart de finale contre Aston Villa. Alors que l'adversaire poussait avec une intensité folle, que les frappes vicieuses de Marcus Rashford et les duels aériens de Youri Tielemans menaçaient constamment le but, Donnarumma et toute sa défense ont tenu bon, tel un mur d'acier. C'était l'image d'un collectif mature, capable de souffrir sous la pression pour préserver son avantage. Enfin, toute la quintessence de la philosophie de Luis Enrique s'est cristallisée dans le but qui a ouvert le score en finale de la Ligue des Champions. Une action initiée par un pressing haut, suivie d'une série de permutations. L'ailier droit, Désiré Doué, rentre dans l'axe, tandis que Dembélé se positionne dans le demi-espace. L'Inter Milan, complètement aspiré par la menace Kvaratskhelia, voit tout son bloc défensif et son milieu se resserrer dans la surface. Cela libère un espace immense pour Vitinha, qui reçoit le ballon et distille une passe en profondeur créative pour Doué. Ce dernier n'a plus qu'à servir Hakimi, monté depuis son poste de latéral pour conclure dans le but vide. Aucun joueur n'était à sa position de départ, mais tous étaient exactement là où ils devaient être. Ce n'était pas seulement un but, c'était une œuvre d'art tactique. Mais plus la gloire est éclatante, plus la chute est douloureuse. La défaite 0-3 face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs fut un choc, une fêlure dans ce tableau idyllique. C'étaient pourtant les mêmes hommes, le même système qui les avait portés au sommet de l'Europe. Mais lors d'une soirée où Chelsea les avait étudiés à la perfection et où un Cole Palmer était dans le match de sa vie, la machine parisienne s'est subitement enrayée. Cet échec n'invalide pas la dimension tactique de leur saison. Il n'efface rien de ce que le PSG a accompli.
Il agit plutôt comme un rappel, cruel mais nécessaire. Il démontre que même le système le plus abouti peut être contré par un plan de jeu brillant et des individualités en état de grâce. C'est aussi une leçon pour Luis Enrique et ses joueurs. Sur le chemin qui mène à la pérennisation d'un empire, il n'y a jamais de place pour la complaisance. La déception des supporters est légitime, mais peut-être que cette cicatrice est une bonne chose. Elle gardera les pieds des champions sur terre et servira de moteur pour continuer à s'améliorer, à se préparer encore plus méticuleusement pour les défis à venir, afin de rendre cette ère de succès encore plus durable. Alors, comment répondre à la question posée en introduction? La saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain fut-elle parfaite au vu de la défaite cuisante en finale de la Coupe du Monde des clubs? La réponse pour beaucoup sera non. Mais pour les supporters du club de la capitale, pour ceux qui ont suivi ce parcours, cette saison fut plus que parfaite. Ce ne fut pas seulement une saison de trophées, mais une saison charnière, celle qui a posé les fondations d'un PSG doté de caractère, de maturité et qui, pour la première fois de son histoire, peut se présenter face aux grandes puissances comme le Real Madrid, Barcelone, Liverpool ou le Bayern Munich, sans plus être considéré comme le nouveau riche, mais comme un égal. L'héritage de cette saison ne réside pas dans le triplé, mais dans la naissance d'une véritable identité et d'une culture de la gagne. Cependant, en football, le sommet d'un jour peut vite devenir le précipice du lendemain si la préparation et l'amélioration ne sont pas constantes. La leçon tirée de la défaite contre Chelsea en est la preuve la plus flagrante. Elle démontre que la route du PSG est encore semée d'embûches. Sur le plan de l'effectif, bien que la direction ait réussi à prolonger les contrats de ses cadres et cherche à étoffer son groupe, la question d'une doublure de qualité pour certains postes défensifs, ou encore le cas d'un Donnarumma dont le contrat arrive à expiration, doit être réglé de manière définitive. Sur le plan tactique, et c'est là l'enjeu principal, le système de Luis Enrique a atteint un niveau proche de la perfection, mais l'effet de surprise est désormais passé. Les adversaires de la saison prochaine vont sans aucun doute décortiquer leur jeu dans les moindres détails. Enrique et ses hommes devront-ils développer un plan C, un style plus pragmatique et plus solide pour faire face à ces équipes d'élan spécialisées dans les blocs bas et les contre-attaques fulgurantes comme Chelsea? La flexibilité sera la clé pour maintenir cette hégémonie. Dans l'immédiat, le match de la Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham servira de premier test. Mais le défi le plus grand et le plus exigeant de la saison à venir ne sera pas seulement de défendre le titre en Ligue des Champions, mais bien la bataille contre eux-mêmes, maintenir la motivation, la fin de victoire et la concentration après avoir atteint le plus haut sommet. Et c'est peut-être là qu'il faut, une fois de plus, remercier la défaite contre Chelsea. Ce n'était pas une tâche sur leur bilan, mais une leçon nécessaire, un remède amer mais efficace sur le chemin d'une grandeur durable. Et vous, quel est votre avis? Voyez-vous d'autres clés de leur succès ou des problèmes que le PSG aurait dû mieux gérer durant cette saison? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires.